Dead Man's Wire, la corde au cou. Il est de pile Gus Van Sant. 20h30, C'est magnifique, c'est simplement, magnifique. Est-ce on que a le jamais- chat, vous avez vu ce nouveau Gus Van Sant? Alors, C'est le retour du Gus. Gus Van Sant, c'est qui, c'est quoi? Alors, je sais pas quoi c'est, mais je sais qui c'est. C'est donc un cinéaste Un monsieur. états-unien qui est né dans le cinéma indépendant, notamment dans les années 80, avec un premier grand succès dans les années 90 qui a été My Own Private Idaho en 1991, Tout à fait. qui lui a permis d'accéder à une notoriété un peu plus grande et a commencé à faire des films un peu moins indépendants. Et notamment dans les années 90, tout le monde se souvient encore aujourd'hui de Will Hunting ou de Good Will Hunting en français. On aura compris dans la carrière de Gus Van Sant qu'il y a un peu... Il y a deux loups dans Gus Van Sant. Il y a le loup un peu indépendant, voire expérimental, et le loup classique, néoclassique peut-être, que Clément me l'accordera maintenant que tu es un expert, que tu as fait une conférence je suis certifié, je peux au Forum des Images. Distribuer les étiquettes aux cinéastes. Formidable. Donc, notamment dans les années 2000, Gus Van Sant a fait une série de films radicalement expérimentaux, dont notamment un qui lui aura valu la Palme d'Or, Elephant, qui reste un film très célèbre du cinéaste, et donc qui a fait cette série Jerry, Elephant, Last Days et Paranoid Park, et qui est ensuite reparti dans une série néoclassique à partir de Milk, qui lui aura aussi valu quelques Oscars, puis on va dire une disparition progressive des salles de cinéma, avec des échecs, notamment The Sea of Trees en 2015 et Don't Worry He Won't Get Far on Foot, qui furent deux films totalement critiqués. Un peu, il me semble que The Sea of Trees avait été hué ou sifflé à la projection presse. C'est dire... à Cannes, tu veux dire ou j'ai lu le petit texte de Toré qui parlait de la projection presse, donc je sais pas si c'était... C'est vrai que ça semble violent de huer à une projection presse. Curieux. Peut-être à Cannes. Mais cela dit, à Cannes, il y a des projections presse pendant Cannes, donc c'est peut-être ça. concomitant. Et Voilà. c'est vrai qu'apparemment, les gens, des fois... sont violents, quoi. Donc, on aura compris que Gus Van Sant ressort avec ce film d'une sorte de traversée du désert, telle les deux Jerry dans le film éponyme, bien sûr, qui, après 1h45 de marche, retrouvent la civilisation. Dead Man's Wire, donc, de quel Gus Van Sant s'agit-il? Est-ce que c'est le Gus ou est-ce que c'est le Van Sant? C'est plus le Gus. Plus le Gus dans le sens où j'ai l'impression qu'une grosse façon un peu de distinguer les deux films que j'ai pu trouver dans sa filmographie, c'est s'il les a écrits ou pas. Il a écrit l'intégralité des films expérimentaux ou indépendants qu'il a fait, de Drugstore Cowboy, My Own Private Idaho. Compliqué en même temps. Et Jerry, Elephant, Last Days et Paranoid Park sont des films qu'il a écrits lui-même. Seulement, ma théorie ne marche pas à un endroit qui est Don't Worry He Won't Get Far on Foot, qu'il a aussi écrit. Il s'agit du seul film classique ou néoclassique dont il serait l'auteur. Mais Dead Man's Wire, ce n'est pas lui qui l'a écrit. Donc ça nous donne déjà une indication sur la nature du film. Ce ne va pas être un film un peu expérimental, ça va être un film narratif, ou en tout cas ancré dans sa narration, dans la trajectoire d'un personnage et d'une histoire, laquelle est adaptée ou inspirée d'une histoire vraie, comme une très grande part des films de Gus Van Sant. Oui, c'est vrai. Par exemple, Elephant, évidemment, adapté de la tuerie de Columbine, Last Days des derniers jours de Kurt Cobain, Milk d'un vrai politicien, Jerry aussi d'une anecdote. Ah oui, okay. Tout à fait. Donc, il est dans un territoire qu'il connaît, qui est celui de l'adaptation cinématographique de la trajectoire d'une personne réelle. Pardon, j'ai été pris de court par le message YouTube. Qui est tout simplement Tony Karitsis. Oui, donc Dead Man's Wire nous offre l'histoire de Karitsis, qui est donc incarné à l'écran par Bill Skarsgård et qui va kidnapper et prendre en otage le fils d'un dirigeant d'une compagnie de prêt, mortgage en anglais, et pendant tout le film va le garder au bout de son fusil grâce à un dispositif
le Complètement Dead Man's Wire. expérimental. Ouais. Voilà, fabriqué. On ne sait pas vraiment si c'est lui qui l'a fabriqué ou Ouais, en s'il tout en cas, a c'est reçu les plans le schéma, ouais, c'est ça. mais qui consiste donc en une sorte de fil, Fil de fer, attaché à la fois à la victime et au preneur d'otage, qui empêche à l'un comme à l'autre de s'éloigner du dispositif, auquel cas le fusil se déclencherait aussitôt. Et la tête du pauvre otage. Tout à fait. Explose. Mais donc les 2 heures du film vont suivre ce kidnapping commencer quasiment Oui, tout à fait. Ouais. sur le moment et se terminer à l'instant où ça se termine. Mais ce Dead Man's Wire, évidemment, évoque un autre wire qui serait celui des réseaux, ou Le en tout câble. cas du câble. En français, Ça. le nom porte les mêmes deux sens, c'est-à-dire à la fois le câble, le fil de fer, et le câble des réseaux, le câble de la télé, en tout cas du téléphone, et de tout un peu ce circuit d'information qui va parsemer le film et servir à Gus Van Sant de dispositif de mise en scène, en recréant des fausses images d'archives à la Betacam pour jouer les journalistes. Il y a des arrêts sur image qui simulent évoquent des photographies qui auraient été prises par tout à fait. Plein de des plans paparazzis. sont filmés depuis des vitres, depuis des intérieurs de voitures. un peu comme et si c'était donne pris sur le vif. Exactement. Et surtout qu'ils sont, on va dire, suivis par un ensemble de regards extérieurs, qui ne sont pas ni ceux des personnages, ni ceux du cinéaste. Évidemment qui sont ceux du cinéaste, mais oui, tout à fait. ceux de regards externes, bref. Donc, Gus Van Sant nous raconte quelque chose à travers ce titre et cette ambiguïté. Cet événement est avant tout un événement médiatique ou un événement que l'on regarde avant d'être un événement en soi. Qu'est-ce que cela dit de cette époque, donc les années 70, au moment où ça a lieu? Est-ce que c'est toujours intéressant comme point à la fois de départ et d'arrivée en 2026? Clément. Ce qui est bien, c'est que tu m'as donné un lancement de plateforme où j'étais quand même plutôt censé répondre non à ta question, j'ai l'impression. Non, mais effectivement, le film a cette espèce de bizarrerie, un peu de mise en scène, qui fait qu'il rentre pas tout à fait dans la lignée de films qu'on a décrits, enfin que tu as décrit, qui seraient les films un peu plus classiques, on va dire, des films entre guillemets bien faits, avec une mise en scène un peu transparente, comme ça, très efficace. Là, il y a cette bizarrerie qui rentre un peu en jeu et qui se recoupe avec une autre couche supplémentaire qui est celle du DJ joué par Coleman Domingo dans le film, qui est un peu comme dans Vanishing Point, où le film était... l'action du film était commentée en permanence par un DJ. Là, il y a un peu ce même système d'aller-retour où un DJ dont est fan Tony Kiritsis va apparaître dans l'histoire, on entend les morceaux de musique. C'est même lui qui introduit le film. C'est lui qui introduit le film, tout à fait. Et bien écoute, j'avoue que ça m'a un peu à la fois intéressé et un peu perturbé. Je pense que j'aime un peu plus le film que toi, sans être tout à fait sûr de ce que j'ai vu. C'est un film, je dirais, peut-être un peu confus. En tout cas, qui suit un petit peu plusieurs lignes en parallèle. La principale étant cette espèce de film, on va dire de mini huis clos, en tout cas ce qui se joue entre le preneur d'otage et son otage. Il y a d'ailleurs à un moment une réplique un peu drôle du personnage de Pacino, donc qui joue le père de celui qui est pris en otage, qui lui dit « Ah mais t'as déjà le syndrome de Stockholm là », qui désamorce un peu cette interprétation facile, puisque évidemment, il y a un lien un peu plus ou moins de proximité qui va commencer à naître entre les deux personnages, mais il y a en même temps un policier et les autorités qui sont autour. On suit aussi une journaliste en particulier qui sent que c'est un peu son heure de gloire et son moment de décrocher un scoop, de filmer un reportage comme ça assez intense. Et la manière dont tout ça s'articule est assez curieuse. Par exemple, je trouve que dans la relation entre les deux principaux protagonistes, donc Richard, celui qui est pris en otage, et Kiritsis, il y a curieusement pas mal d'étapes qu'on manque parce qu'en fait on est en train de regarder d'autres personnages en fait. Plutôt que... le film, même s'il repose sur un montage alterné, de fait laisse un peu des zones d'ombre sur ce qui pourrait être un peu le nerf du film, c'est-à-dire voilà, est-ce que
Est-ce que Kiritsis c'est un fou dangereux? Est-ce qu'il va tuer son otage? Est-ce que l'otage essaie de s'enfuir? Est-ce qu'il a une chance de prendre la fuite? Et en fait, finalement, est-ce que les enjeux s'accumulent ou au contraire se parasitent un petit peu? Effectivement, peut-être que c'est parfois la deuxième option qui prend le pas sur la première. C'est vrai que j'ai découvert en toute honnêteté Gus Van Sant assez récemment, justement pour l'occasion de son retour en salle. J'ai essayé de découvrir un peu ce gars qui avait l'air d'avoir fait des films fabuleux, et c'est le cas, il a fait des films extraordinaires. J'en parlais la semaine dernière avec Jerry. Tu t'es renseigné sur le Gus. Voilà, j'ai fait des Gus ventes, je sais pas cette Voilà. vanne, je l'annule. Et j'ai découvert que ce qui me fascinait chez lui, c'était ce que j'ai envie de qualifier un peu d'un état vaporeux, d'un état un peu nébuleux, de film qui avance avec une matière pas forcément parfaitement bien figée, à la manière du personnage principal de Mayon Private Idaho, qui est atteint de... comment on appelle ça déjà? Quand on s'endort... narcolepsie. De narcolepsie, merci. Et donc, les scènes pouvaient s'interrompre un peu, malgré elles, à des moments un peu inopinés. Et la figure qui transparaît le plus dans le cinéma de Gus Van Sant, c'est les nuages. Beaucoup de plans de gros plans ou de plans d'ensemble où l'élément marquant est le nuage qui passe, et donc le nuage qui a une forme mais un peu mouvante, un peu insaisissable, qui avance à vitesse un peu indifférent au reste du monde, etc. Et je retrouve un peu cet état de suspension du temps, comme tu l'as dit, avec cette idée que le film, à des moments, avance malgré tout, comme si on suit un personnage d'un côté, le reste de la trame en même temps continue, et le nuage ne va pas revenir en arrière pour reprendre. Néanmoins, j'ai l'impression que, en effet, les personnages du film souffrent de cette idée-là, et en fait sont beaucoup de personnages assez inconséquents, voire particulièrement stéréotypés et clichés. Notamment, je pense, celle qui en souffre le plus doit être la journaliste qui suit l'affaire, qui est très peu développée et qui reste un peu, on va dire, c'est la journaliste ancrée dans sa trajectoire de personnage, c'est-à-dire j'ai un super scoop, je vais pouvoir faire un truc, mais est-ce que ce personnage-là n'est pas un peu déjà archétypé depuis 50 ans, et est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ce truc? Oui, c'est ça, on ne sait pas du tout ce qu'elle pense de cet événement. Pareil en fait pour le pauvre Richard qui est kidnappé, mais qui sait pas trop comment gérer ce gars qui lui pointe une arme au bout du nez. Pareil en fait malheureusement pour Tony Kiritsis, dont on a du mal un peu à saisir ce qui lui traverse l'esprit quand il est en train de faire ça. La seule chose qui semble un peu émaner du personnage vient du jeu de Bill Skarsgård, qui serait donc sa corporalité et un peu ses mimiques, ses petites manières, notamment l'ouverture du film quand on le voit entrer dans le bâtiment avec son gros carton entre les bras, dont il est en même temps très certain et en même temps un peu maladroit. Il ne sait pas comment le poser, il ne sait pas comment le gérer, et il semble pris entre cette minutie de la préparation et la non-gestion de son corps au moment du fait accompli. Par exemple, au moment où il va se casser la gueule dehors sur le verglas du trottoir, et potentiellement déclencher le dispositif. Bref. Il y a un côté enfant inventeur un peu... Exactement, mais jamais ne va percer dans cette matière-là. J'ai envie de dire la matière justement presque politique que le film amenait aussi, un peu abrasive, qui serait l'enjeu des problématiques économiques qui traversent évidemment les États-Unis à cette époque-là, et toujours aujourd'hui, et les enjeux de pouvoir qu'évidemment ont les sociétés de prêt, et les enjeux la faiblesse de tous les pauvres qui en fait ne peuvent jamais sortir de leur situation, malgré que soi-disant on peut leur faire des prêts, soi-disant on peut les aider, etc. Mais en fait, ils mettent le pied dans un engrenage. Exactement, et en fait il est absolument impossible d'en sortir, comme le film finira par le dire, c'est-à-dire on te signe un papier, on te promet le truc, mais en fait c'est faux, quoi. Ouais. Malheureusement, le seul personnage qui sort un peu de tout ça, c'est celui de Al Pacino, qui a très peu de scènes, mais qui en fait suffisent à un peu le caractériser. On saisit un petit peu plus qui est cet homme, qu'est-ce qui le meut dans son quotidien, et en fait la simple idée de, je pense, la meilleure séquence du film, qui doit être celle où Tony Kiritsis appelle Al Pacino, et donc Al Pacino devrait s'excuser pour aider son fils,
parce que c'est ce que demande le kidnappeur, c'est-à-dire je veux juste des excuses du patron de la boîte, et si vous excusez, ce qui est sur le papier pas difficile à faire, enfin tu peux t'excuser dans le vent, le fils va mieux s'en sortir. Al Pacino refuse et se prévaut d'une sorte d'ego, de positionnement moral impossible. Et cette simple ambiguïté sert à le caractériser beaucoup plus en fait que beaucoup des personnages du film. En fait, c'est tout de même frustrant d'en créer un tel sujet dans les années 70, surtout quand on aurait eu un Luigi Mangione qui aurait été un formidable sujet pour ce genre de film. Tout à fait d'accord. J'ai manqué la critique sur Juste une illusion, sans spoil, la première scène m'a tellement rappelé de trauma, sans aucune contradiction à la scène suivante, que je suis parti direct. C'est la première fois qu'un film me trigger autant dès le début. Oh mince. Sur Juste une illusion, alors la scène tu sais, où le frère le poursuit. Et oui. Ah, c'est vrai que c'est très curieux. C'est vrai que le film commence de façon assez violente. Et après atténue beaucoup cet aspect. Ouais, tout à fait. Alors... Oui, c'est vrai que le reste du film n'est pas du tout aussi violent. Si jamais t'as la curiosité de d'y retourner en sautant la première minute 30. Oui, des violences intrafamiliales ne réapparaissent pas du tout. Oui. Et alors je sais pas si ça répond vraiment aux commentaires, mais effectivement, Luigi Mangione, mais j'y ai pas pensé sur le coup, mais j'en ai parlé un peu avec Mathieu, qui sera avec nous la semaine prochaine, qui lui a pensé tout de suite, etc. Mais tu parlais de Pacino, il y a une autre comparaison qui a été pas mal faite, qui serait avec Un après-midi de chien, donc où Pacino, film de Sidney Lumet, 75 je crois, où Pacino joue une espèce de braqueur un peu bracassé qui prend en otage les clients d'une banque. Et les employés. Et ou disons, voilà, on s'attache très vite à ce personnage parce qu'on comprend que son combat est un peu bien fondé, en même temps il a une forme de maladresse, il veut pas vraiment il veut faire de mal à personne, mais en même temps... Voilà, et donc il y a un peu ce même sentiment que le film essaierait de dégager vis-à-vis de Tony Kiretis. Mais là où je trouve un peu... disons, le film m'intéresse un petit peu, c'est cette idée que d'une certaine manière, le film ne serait pas dupe, quoi. J'explique, c'est que dans Un après-midi de chien, assez vite, le personnage de Pacino devient une sorte de héros populaire. La foule est à l'extérieur, il est harangue comme ça. Attica, il y a cette scène très célèbre où voilà, la foule est de son côté, quoi. Prend son parti. Et là, j'aime bien que finalement Gus Van Sant se dise, je sais pas si c'est pour cette raison-là, pour accentuer la comparaison qui place le film dans les années 70, mais qui disent finalement cette espèce de mythe David contre Goliath, héros populaire, etc., en fait, ça marche pas vraiment, quoi. C'est-à-dire que, au bout du compte, les gens vont rester un petit peu sur leur position, rester rivés sur leurs intérêts particuliers, et même Richard, donc celui qui prend en otage, va pas vraiment se mettre du côté de son preneur d'otage, et à la fin, voilà, il le verra quand même comme l'espèce de prolo un peu incompétent qui voilà. Il changera pas du tout sa façon de le voir. Donc j'aime bien un peu cette idée de dire finalement le film détricote un peu sa propre fiction, quoi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il va un peu la percer de trous comme ça en jouant sur différents registres, différents points de vue, etc. C'est de dire en fait ce truc de la grande croisade qui amènerait une espèce d'adhésion populaire, c'est un peu de la fiction, quoi. C'est-à-dire on n'y croit pas trop, et je pense que c'est peut-être l'endroit où le film m'intéresse le plus, mais on sait pas vraiment dans quelle mesure Tony Kiretis lui-même y croit, quoi. Est-ce que vraiment il fait ça parce qu'il y a une forme de naïveté aussi chez ce personnage qui pense qu'il peut avoir un papier qui dit c'est bon, c'est pardonné. C'est ça, c'est pardonné, et toute sa vie hop, et rentre dans l'ordre comme ça d'un coup. Mais j'aime bien cette idée de dire aussi que, et d'ailleurs le dernier plan du film joue là-dessus, parce qu'on a presque l'impression que le personnage se regarde dans le reflet de la caméra. C'est un plan qui est dans la bande-annonce où les deux personnages se recroisent. Ah oui, bien sûr, et, dans la vitrine. Voilà, et on voit Kiretis qui jette un regard, mais presque à la caméra, ajuste un peu sa moustache, etc. Et en fait, on se dit, mais est-ce que... dans quelle mesure ce type est en train de se donner en spectacle, en fait? Est-ce que il a vraiment une motivation, on va dire, un peu pure, c'est-à-dire il est au bout du rouleau, il a plus d'autre choix que de faire ça, ou est-ce qu'il a un peu envie de connaître aussi son heure de gloire? Et j'aime bien cette idée de dire, enfin en tout cas de se poser la question de, finalement, jusqu'à quand une idée reste pure, quoi? Est-ce que c'est possible une idée pure dans une société de spectacle? Et la réponse du film serait plutôt non, quoi. Il y a souvent ces effets de rupture où on voit le patron de la chaîne de la journaliste qui dit ça c'est du prime time, ça va cartonner, et finalement de dire en fait, quoi que vous fassiez,
à partir du moment où il y a une caméra sur vous, ça va servir les intérêts d'un spectacle qui est complètement aux mains des puissants. Et en fait, finalement, David, il joue un peu le jeu de Goliath en se révoltant, puisque le système se repaît de cette espèce d'acte un peu fou, d'acte désespéré. Et voilà, le monde étant une sorte de grande télé-réalité finalement. Et voilà, aucune idée ne reste pure très longtemps. Et voilà, les grandes idées ne font pas long feu, quoi. Mais ce qui est dommage, c'est que le film ne nous met pas non plus... Enfin, ne règle pas non plus la question de est-ce qu'on est pour ou contre Kiritsis. Je pense qu'en tant que spectateur, on a plutôt tendance à être contre. Le personnage est très antipathique, a l'air... Disons que sa maladresse est un peu touchante quand même. Sa maladresse est touchante, mais on se dit jamais potentiellement... En tout cas, moi, potentiellement, devant le film, je me dis pas peut-être que ses motivations sont sincères, pures, peut-être que c'est un bon gars au fond, etc. Et j'ai l'impression que la façon, on va dire, du dernier acte du film de régler la question, celle du procès a posteriori de est-ce qu'il est coupable, non coupable et pour quelle raison, je pense qu'il y avait matière à faire quelque chose autour de cette question de la sincérité du personnage avec cette idée-là, qui n'est pas une mauvaise idée, mais que le film semble jeter comme ça avec l'eau du bain et ne traite quasiment pas, à part sur le sujet presque de la véracité historique, quoi. Oui. En mode, comme tous les panneaux finaux du film, c'est-à-dire, ça reste une histoire vraie, on va mettre 10 panneaux pour indiquer exactement la trajectoire des personnages. C'est ça. Est-ce que c'est vraiment le sujet du film ? Je pense pas. C'est une gugusserie, clairement une gugusserie. Pas de... Même s'il y a quand même un panneau qui est extrêmement drôle, qui est celui qui dit... qui est drôle et... comment dire ? Enfin, plus ou moins, parce que ça parle vraiment de la vraie vie d'un homme, mais de dire que Kiritsis aurait pu faire que 2 ans d'hôpital psychiatrique, mais il a refusé de se plier à un truc, donc il en a fait 8 de plus, quoi. Enfin, mais je sais pas, moi je suis quand même intéressé par cette espèce de figure du révolté, comme ça. Voilà, est-ce que c'est vraiment... il a envie de s'en prendre au système, ou est-ce qu'il a envie d'être adoubé un peu, quoi. En fait, est-ce qu'il veut faire tomber... c'est un peu le rêve de tous les... Enfin, je sais pas, c'est une espèce de trucs qu'on entend un petit peu d'époque en époque, mais est-ce qu'il veut faire tomber Wall Street ? Est-ce qu'il veut s'en prendre à ceux qui ont le pognon, ou est-ce qu'il a envie d'être un peu adoubé par eux ? Voilà, il y a un truc un peu... finalement, là où il est sur un pied d'égalité avec son otage, c'est que les deux aimeraient bien un peu de validation paternelle de la part du personnage de Pacino, mais en fait, aucun des deux vraiment va l'obtenir, quoi. Mais je suis d'accord avec toi que effectivement je sais pas, le film me paraît un peu je sais pas superficiel, mais en tout cas moi je le trouve très dévitalisé. Oui, enfin il se plaît un petit peu au côté on joue au thriller, on reprend quelques codes un petit peu du genre la caméra heurtée, etc. Sans vraiment réinventer grand chose là-dessus, mais je trouve quand même ça figure un peu de Kiritsis assez étonnante, enfin suffisamment bizarre, et finalement je trouve que c'est pas une mauvaise idée de l'avoir donné à Bill Skarsgård qui est qui est pas du tout un acteur je sais pas écorché vif, loser, qui est au contraire je sais pas, un type hyper grand, un peu terrifiant, c'est ça, assez beau, plutôt un A-lister américain, quoi, qui a une tête d'affiche, et donc on se dit, enfin moi je trouve qu'on doute je sais pas, on a l'impression qu'il est là aussi pour faire son numéro, il fait des mimiques, mais on sait pas si elles sont tout à fait vraies ou si elles sont un peu forcées. Mais en fait, quand même intéressé. Je pense potentiellement, l'idée me traverse l'esprit alors qu'on en parle, que en fait, la grande faiblesse du film est potentiellement le fait que, en fait, 2/3 de son intrigue se déroule en huis clos, loin des caméras. Et que le personnage est le plus intéressant quand il est filmé par des caméras et quand il se met en scène. Et typiquement, c'est aussi ce qui a inspiré l'écriture du film, et on le voit dans le générique de fin qui nous montre les images d'archives. Les moments les plus extraordinaires sont les moments où il est entre tous les policiers, entre les caméras, avec ce gars au bout de son fusil à pompe, et en plus il doit se mettre en scène, il doit parler, il veut cette attention-là. C'est pas pour rien qu'il appelle la police au moment où il prend le gars en otage, et alors qu'il aurait pu attendre, essayer de sortir, gagner du temps. Il veut être filmé. Donc en fait, le fait de l'éluder et de faire disparaître tout ça dans un appartement annule en fait tout ce potentiel un peu excitant de ce rapport un peu scopique, d'autant plus que ensuite à la fin, quand il revient devant les caméras,
on le retrouve tout de suite. Enfin, il y a vraiment, c'est presque une simplicité mathématique. C'est Kiritsis plus caméra. Oui, c'est ça, ouais, ça produit ça produit tout de suite un truc. Donc peut-être que la solution aurait été de s'éloigner de la véracité historique de l'histoire du personnage pour vraiment filmer une sorte de metteur en scène de son propre kidnapping. C'est sûr que dans le cinéma, c'est toujours un sujet qui marche. Les gens, forcément, c'est presque, ça parle de cinéma, quoi. C'est quelqu'un qui se met en scène. Et c'est pour ça que ça aurait été, je sais pas si un tel film a déjà été fait, mais qui se met en scène devant les caméras, mais en assumant d'être le bad guy de cette mise en scène, quoi. Mais je suis d'accord. Enfin, c'est effectivement à la fois, comment dire, un paradoxe intéressant et en même temps peut-être une contradiction, mais cette idée effectivement que finalement c'est un film sur quelqu'un qui se met en scène et en même temps du coup ça prive le film d'une sorte d'efficacité un peu du huis clos, c'est-à-dire en fait on passe son temps à sortir de cet espace, on n'a pas vraiment peur pour l'otage, enfin, du point de vue du thriller, le film fonctionne pas tout à fait et en même temps comme tu as dit, il fait un peu un pas de côté par rapport à vraiment un film sur un phénomène médiatique. Et je me demande si c'est pas pour ça que finalement Gus Van Sant essaie de problématiser sa propre mise en scène comme en tant que telle, quoi, de la désigner, de refuser un peu la transparence avec ces espèces d'effets parce que c'est des fausses archives en fait qu'on voit pendant tout le film, avant la toute fin, c'est des archives que lui invente presque pour s'auto-parasiter et dire finalement il joue un peu toujours pour la caméra, quoi, même si c'est la mienne. Kiritsis d'une certaine manière, quand il danse, quand il fait ses trucs et tout, son numéro il est un peu pour nous aussi, quoi, pour essayer de nous amadouer et voilà, c'est effectivement j'ai un peu du mal à situer le film, quoi. Est-ce que c'est totalement c'est un peu étonnant. Je pense qu'une autre clé que nous propose Gus Van Sant et qui va un peu dans le sens de ce que tu décris, c'est aussi la patine esthétique. C'est-à-dire que le film ne joue pas la carte de la reproduction esthétique d'un look pellicule des années 70. Typiquement, il aurait pu se rapprocher du style de Un après-midi de chien que tu as mentionné précédemment, qui est pile poil dans ce cadre-là, qui est un film solaire, qui est un film très décontrasté, qui est un film coloré. Là, c'est littéralement l'inverse. On a une précision numérique très acerbe, on a très peu de profondeur de champ, on a des contrastes mais fous, les noirs sont très sombres, on n'a pas de couleur, tout est sombre, tout est très dévitalisé. Oui, mais ça fait image contemporaine, pas du tout. Exactement, c'est ça. Et ça met un peu en avant ce que tu disais c'est presque un après-midi de chien crépusculaire, quoi, un truc où on n'y croit plus à cette possibilité de faire advenir la révolution télévisée, comme la chanson de générique de fin le mentionne. La scène d'arrestation où il est devant les caméras, dispo sur YouTube. Ouais, ça doit être... Mais je pense que c'est ce qu'on voit un peu à la fin du film. Oui. Mais de le voir en entier, je veux dire. Je suis sûr qu'en plus, il y a un truc de... Parce qu'on voit que des tout petits extraits dans la séquence, dans le générique, donc je pense que le bloc doit être encore plus fort que l'instant, quoi. Et c'est aussi finalement un peu une des impasses entre guillemets du film, et pour le coup c'est Jules qui m'a parlé de ça. Vraiment, j'ai piqué toutes mes idées aux gens de Prisme qui sont pas là, mais vampiri. c'est ça, qui disait que en fait l'archive est vraiment plus forte que le film, quoi. Enfin, en fait c'est un peu le meilleur moment, c'est on voit ce type qui n'a rien à voir avec Bill Skarsgård. Qui n'a rien à voir, mais qui est un peu piteux, quoi. Qui est un peu pitoyable. Il est un peu dégarni, il est un peu... Bonsoir. Il est un peu... T'as un problème avec les dégarnis? non, mais disons qu'il est pas du tout... Enfin, je sais pas, il a un côté pittoresque. C'est un bon choix de mots. Je l'aurais pas utilisé, mais il est très bon. Non, mais disons que... C'est très... Ouais. En fait, on n'a pas l'impression que les gens autour de lui ont peur de lui, quoi. À part peut-être l'otage, parce qu'il a vraiment le fusil sur la tempe, quoi. On a l'impression que tous les autres se disent, bon, c'est un peu une mascarade, allez, Tony et tout. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est vrai que... le film pâtit un peu de la comparaison avec cet archive, finalement.